Les gars, de 2019 à 2022, il y avait un boulevard pour Cyril Gane. Il aurait pu devenir champion assez facilement. Évidemment, le mot facilement, c'est un peu une exagération. Mais il roulait sur sa division littéralement à cause de la supériorité de son striking. Le problème, c'est qu'au bout du boulevard, il y avait un mur. Le mur, c'est Francis Ngannou. Et même le mur était un peu fragilisé. C'était vraiment l'occasion parfaite pour Cyril Gane. C'est ce que l'UFC espérait, c'est ce que Cyril Gane espérait, c'est ce que la France espérait, c'est ce qu'on pensait qu'il allait se passer. Et finalement, Cyril Gane a perdu face à ce mur fragilisé qui était Francis Ngannou. Aujourd'hui, il en est à son troisième run, troisième si on compte le combat face à Tai Tuivasa à l'UFC Paris comme un deuxième run vers le titre. Après ça, il a affronté John Jones. Il a perdu et là, il en est à son troisième run avec le combat face à Sergey Spivak qu'il a fait dernièrement. Et là, avec le combat qu'il va faire maintenant face à Alexander Volkov ce week-end. Cyril Gane n'a pas le droit à l'erreur. C'est son troisième et peut-être son dernier run. On va voir ensemble quelles sont ses chances dans ce combat, quels sont les enjeux pour les deux, autant pour Volkov que pour Cyril Gane. Et je vais vous donner évidemment mon pronostic. Je vous invite aussi à mettre vos pronostics en commentaire en parlant de vos pronostics. Le pronostic qui est le plus commun, évidemment, c'est Cyril Gane. Mais je trouve qu'on est un peu trop sûr de nous. Quand je regarde l'opinion générale, entre guillemets, tout le monde est un consensus que Cyril Gane va encore une fois rouler sur Alexander Volkov. Parce que oui, Cyril Gane, il a déjà battu Alexander Volkov dans le passé. Maintenant, ça veut rien dire. C'était il y a plus de 3 ans maintenant. Alexander Volkov a quand même évolué depuis. Il a battu des combattants dont Cyril Gane a littéralement peur, dont il a admis avoir peur. Je pense à Sergey Pavlovich. Et avant cette victoire face à Sergey Pavlovich, Alexander Volkov, il a soumis Tai Tuivasa qui avait knockdown Cyril Gane. Pour rentrer directement dans les possibilités de ce combat, je pense qu'il y a plus de chances qu'Alexander Volkov soumette Cyril Gane qu'il ne gagne d'une autre manière. Mais on va y venir. Avant ça, Alexander Volkov, il avait battu Rosenstruck, qui est un spécialiste du kickboxing. Donc vraiment pour vous dire que Alexander Volkov, et ça date d'il y a plus de 2 ans là. Donc Alexander Volkov, avec son évolution, avec la dernière performance qu'il nous a fait face à Sergey Pavlovich, on peut vraiment dire que c'est un danger pour Cyril Gane. C'en était déjà un à l'époque, mais là, ça l'est encore plus. En plus de ça, Alexander Volkov, depuis la défaite face à Cyril Gane, il a 6 combats. Sur les 6 combats, il en a remporté 5. Et la seule défaite sur les 6 combats, c'est l'actuel champion Thomas Spinal. Donc, est-ce qu'on s'accorde tous à dire que Thomas Spinal perdrait face à Cyril Gane? Parce que c'est la seule défaite d'Alexander Volkov depuis sa défaite face à Cyril Gane. Avant ça, il a battu Marcin Tybura. Et après ça, il a battu Tai Tuivasa, Rosenstruck, Sergey Pavlovich, etc. Alexander Volkov, c'était un combattant qu'on voyait combattre pour la ceinture depuis 2018. Il avait perdu face à Derek Lewis sur un peu un upset. C'était un combat qu'il maîtrisait de bout en bout, mais justement au bout, il s'est fait mettre KO par Derek Lewis, malheureusement. Et pourtant, c'était un combat qu'il maîtrisait. Donc, c'était vraiment un combattant qui avait la place entre guillemets de Cyril Gane dans sa supériorité en termes de striking, qui en plus avait quelques soumissions, quelques aptitudes en termes de grappling, qu'on voyait potentiellement combattre pour le titre, voire devenir champion. C'est vraiment un vrai contender très dangereux de cette division depuis un moment, qui en plus là a pris de l'expérience et de la confiance en battant dernièrement Sergey Pavlovich. Donc c'est vraiment un combat dangereux pour Cyril Gane. Maintenant, c'est un combat qui est aussi dangereux pour Volkov que pour Cyril Gane, parce qu'après ce combat-ci, Alexander Volkov perd. Qu'est-ce qu'il fait? Il a aujourd'hui 36 ans, il avait déjà eu sa chance, son title eliminator bout, c'est-à-dire le combat juste avant avoir un combat pour le titre. Il l'avait eu face à Derek Lewis, il a gâché sa chance vers la fin du combat. Là, il a réussi à regagner un certain momentum, il a 4 victoires d'affilée. Là, s'il gagne face à Cyril Gane, ce serait une 5e victoire d'affilée. Et après ça, il obtiendrait certainement un combat pour le titre, rien n'est sûr, mais il obtiendrait certainement un combat pour le titre. Mais autrement, en cas de défaite, avec la situation de la division qui est très stagnante, c'est très difficile d'obtenir des combats dans cette division, surtout pour le top du classement. S'il se retrouve à être descendu au niveau du classement et en plus de ça, devoir attendre un an ou voire plus avec les combattants de cette division pour de nouveau obtenir un combat face à un combattant du top 5, on peut déjà lui retirer les gants, quoi. En cas de défaite, on ne peut qu'imaginer qu'il obtiendra de nouveau un combat face à un combattant du top 5 l'année prochaine au mieux, donc à 37-38 ans. Et sachant qu'au bout, bah, c'est des Thomas Spinal, des Sergey Pavlovich, des Cyril Gane, voire peut-être même des John Jones, qui sait ce qu'il va vraiment faire avec sa carrière. À 38 ans, 37-38 ans, je le vois mal, Alexander Volkov réussir à faire quoi que ce soit. Là, c'est son late prime, c'est vraiment la dernière chance pour Alexander Volkov, son dernier run. Il ne doit pas casser cette série. Mais de l'autre côté, il y a aussi beaucoup d'enjeux pour Cyril Gane qui lui a 34 ans. Et autant pour Alexander Volkov, c'est vraiment une histoire d'âge, c'est vraiment une histoire de physique où il aura tout simplement plus la capacité de faire la compétition avec des jeunes comme Cyril Gane, comme Thomas Spinal, etc. dans les années à venir. Autant pour Alexander Volkov, c'est vraiment une histoire d'âge, autant pour Cyril Gane, c'est plus une histoire d'envie. Rappelez-vous que Cyril Gane, c'est pas un combattant qui a commencé sa carrière tôt, qui voulait faire ça de sa vie, non. C'est un combattant qui est là parce qu'il peut, plus que parce qu'il ne le veut.
il a les capacités, il a les habilités qui rendent les choses faciles pour lui dans l'octogone. Et c'est à cause de ça que voilà, son équipe, Fernand lui-même, profite de cette opportunité qu'il a. Mais la réalité, c'est que voilà, Cyril Gane, je le vois plus comme un entrepreneur qui combat que comme un pur combattant. Il a commencé sa carrière tard. Il a fait son premier combat à 28 ans. Ça allait vraiment très vite pour lui. Je le vois mal rentrer dans un nouveau modèle de carrière où il va chercher à avoir beaucoup de combats, à être très actif et accepter de galérer en étant un gatekeeper pour la division, etc. Je pense pas que c'est ce que Cyril Gane souhaite faire. Je pense que Cyril Gane, c'est soit il est au top de la division en train de combattre les meilleurs, et c'est même pas je pense, hein, c'est ce qu'il a lui-même expliqué, soit il est pas là du tout. Il est là pour le meilleur, il est là pour la ceinture. Il n'est pas là juste pour être un combattant comme Derrick Lewis ou comme un Rosenstruck par exemple. Je vois mal Cyril Gane prolonger sa carrière si c'est dans ces conditions-là. Je le vois même pas mal, je ne le vois pas faire ça. Et donc, c'est à cause de ça que ça fait sens, malgré son jeune âge, 34 ans, c'est pas aberrant, mais malgré son jeune âge, on peut quand même imaginer que c'est son dernier run. Si après ce run-là, il n'obtient pas la ceinture, je vois mal Cyril Gane de nouveau dire ok, je vais accepter d'affronter un top 10, un top 8 pour de nouveau avoir une chance vers le titre, etc. C'est peut-être son dernier run. Maintenant, avant que je vous donne mon pronostic et mes raisons pour lesquelles j'ai ce pronostic, je veux juste vous rappeler quand même à quel point on sous-estime Cyril Gane et pour des raisons qui ne sont pas valables. Et moi-même, j'ai été coupable de cette contre-hype, si on peut appeler ça comme ça, face à Cyril Gane, et pour des raisons qui, elles, sont valables, si ça fait sens. Cyril Gane, depuis sa défaite face à John Jones, on n'entend plus parler de lui, du moins on n'entend plus rien de lui. Et quand on entend parler de lui, c'est toujours assez négatif, dans le sens où on le voit comme un combattant pas actif, qui avait peur d'affronter les meilleurs. Et ça, c'est un vrai problème chez Cyril Gane, c'est qu'il a déclaré ouvertement chez Ariel Helwani, et je pense qu'il l'a déclaré dans d'autres interviews, qu'il avait peur de Sergei Pavlovich et de Thomas Spinal. Il disait non, ils sont derrière moi, ils font peur, moi je veux pas affronter ces combattants-là, je veux que aller vers la ceinture, alors qu'il venait de perdre face à John Jones, qu'avant ça, il avait déjà eu une chance au titre face à Francis Ngannou, et qu'avant ça, il avait encore eu une chance au titre face à Derek Lewis, qu'il avait gagné du coup. Mais nous, les fans, c'est tout ce qu'on déteste quand un combattant regarde le classement, qui fait trop attention, qui choisit ses combats, etc. Nous, ce qu'on aime, c'est des combattants comme Cory Sandhagen, par exemple, qui dit, ok, je suis dans le top 5, il y a Oumar Nurmagomedov qui est même pas dans le top 15, mais vous dites que c'est lui le prochain champion, vas-y, je veux l'affronter même s'il est dangereux. C'est un Nurmagomedov, il est invaincu, bah moi je vais le battre. Et finalement, ça n'a pas payé pour Cory Sandhagen, il a perdu, mais on a apprécié ça, les fans, on adore ça, que les combattants se disent, moi je veux être le champion. Pour être le champion, il faut littéralement être meilleur que le reste de la division. Donc peu importe que tu sois devant moi, derrière moi, si les gens pensent que tu peux me battre, si toi tu penses que tu peux me battre, je vais devoir prouver que je peux te battre. Et c'est pas du tout le message que Cyril Gane avait donné. Et c'était une des raisons pour lesquelles on lui en voulait autant. Même si évidemment il faut être intelligent dans sa carrière, tout le monde est intelligent dans ses choix de carrière, la communication de la part de Cyril Gane aurait vraiment pu être plus intelligente, entre guillemets. Elle aurait pu être plus fan-friendly. Là, il a vraiment oublié le fan service, il nous a pas fait rêver du tout, il nous a dit directement non, je ne veux pas de combat compliqué. Et je crois qu'il avait dit mot pour mot they're too dangerous and they're behind me. Il avait dit ça. C'est tout ce qu'on veut pas entendre d'un combattant. Ça lui avait coûté cher en termes d'image. Et en plus de ça, il a perdu. Et il y avait toute cette image autour de lui du combattant qui esquive les combats compliqués parce que Curtis Blade a pris le micro pour dire que Cyril Gane m'a esquivé. Thomas Spinal a pris le micro pour dire que Cyril Gane m'a esquivé. Ils ont préféré faire les combats entre eux avec Sergei Pavlovich. Thomas Spinal n'a pas eu peur de Sergei Pavlovich, là où Cyril Gane a eu peur de Sergei Pavlovich. Après avoir battu Sergei Pavlovich, donc tout le monde était assez surpris, tout le monde s'est dit ok, donc Thomas Spinal, non seulement il est plus courageux que Cyril Gane, mais en plus il a battu le monstre qui était Sergei Pavlovich, qu'on annonçait comme le Ngannou russe avant le combat face à Thomas Spinal. Et après avoir obtenu cette ceinture par intérim, Thomas Spinal qui aurait pu garder son titre par intérim et attendre son combat qui lui était dû face au champion incontesté, il a accepté de remettre en jeu son titre par intérim, ce qu'il n'était pas obligé de faire, face à Curtis Blade, qui lui aussi était un combattant qui supposément Cyril Gane avait esquivé. Maintenant, ça restait des oui-dire. Curtis Blade, Thomas Spinal, c'est ce qu'ils ont annoncé. On ne sait pas vraiment ce qui s'est dit pendant les négociations. Évidemment que les négociations ne sont pas aussi simples que Cyril Gane qui dit non, j'ai peur, j'ai pas envie de les affronter. Maintenant, ça reste quand même la manière dont les choses ont été perçues par le public. Donc c'est ça qui a joué dans la contre-hype. Faudrait que je trouve un terme plus approprié, mais je pense que vous comprenez ce que j'essaie de dire par là. C'est ce qui a contribué à la contre-hype
pour Cyril Gane. Mais les gars, Cyril Gane, rappelez-vous quand même que c'est une carrière incroyable. Comme je vous ai dit, il a commencé à 28 ans. Son premier combat professionnel, il l'a fait à 28 ans. En 3 combats, il intègre l'UFC. Les 3 premiers combats qu'il fait à l'UFC, c'est 2 soumissions, 1 KO. Donc déjà, pour le combattant qui est censé ne pas être complet, qui est censé être unidimensionnel, etc., c'est quand même pas mal. Bon, évidemment, c'était pas contre des pépites qu'il a sorti les soumissions, mais il les a sorties sur la scène professionnelle, plus que ça, à l'UFC. Ensuite, il a enchaîné les victoires à l'UFC, il est monté à 10 victoires d'affilée, il a affronté Alexander Volkov, il a battu Junior Dos Santos, ensuite c'est devenu le premier champion français de l'histoire de l'UFC, tout simplement, le premier à obtenir une ceinture, en tout cas quand il est devenu champion par intérim, en battant Derrick Lewis, qui était la machine à KO. C'est encore aujourd'hui, je pense, le poids lourd qui a le plus de KO à l'UFC, Derrick Lewis. Donc c'était quand même un bel accomplissement. Évidemment, après ça, il a perdu face à Francis Ngannou. Maintenant, le combat face à Francis Ngannou, les gars, on peut dire que Cyril Gane s'est un peu fait voler. Je dirais pas voler parce que c'est un terme trop exagéré pour un combat aussi serré, mais c'était un combat vraiment serré. Si les juges avaient donné la victoire à Cyril Gane, ça aurait pas été si choquant, surtout avec les nouvelles règles. Là, c'était encore les anciens critères, si je me trompe pas, à l'époque du combat entre Cyril Gane et Francis Ngannou. Cyril Gane avait dominé, pour moi, la majorité. Pour moi, Cyril Gane pouvait prendre 3 rounds sur 5. J'en ai parlé avec Boulox du AB Show. Lui est d'accord que le combat était très serré, mais il pense quand même que Francis Ngannou a remporté ce combat. Mais il était d'accord sur le fait que le combat était beaucoup plus serré que ce que les gens pensent. Et honnêtement, je vous invite fortement à retourner regarder ce combat et à vous dire que si un combattant ne fait pas de dommages au sol, sa position n'a pas autant de valeur, du moins dans les nouvelles règles. Aujourd'hui, enfin à l'époque de ce combat, je suis pas sûr que c'était déjà les nouveaux critères de jugement qui s'appliquaient. Si c'était les nouveaux critères de jugement, pour moi, c'est au moins un match nul. Mais ça peut limite aller en faveur de Cyril Gane. Mais voilà, on va pas revenir sur le combat entre Cyril Gane et Francis Ngannou. Mais pour moi, tu dois absolument faire des dommages pour que vraiment ça compte. Carrément, quand Cyril Gane fait la tentative de soumission d'en dessous, pour moi, même si tu es en dessous, même si c'est toi qui t'es fait emmener au sol, si tu es en train de faire une tentative de soumission, techniquement, c'est toi qui as le contrôle, c'est toi qui es menaçant, c'est toi qui essaye d'infliger un dommage. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que tu subis cette position? Est-ce que ce temps de contrôle est vraiment mérité en faveur de Francis Ngannou? Encore une fois, allez revoir ce combat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes d'accord que ce combat aurait pu être un match nul, voire aller en faveur de Cyril Gane, c'est pas une décision scandaleuse. J'essaie juste de mesurer un peu, d'atténuer un peu le poids de la défaite de Cyril Gane face à Francis Ngannou. C'était un combat vraiment beaucoup plus serré que ce que les gens pensent. C'était la première fois que Cyril Gane tombait et c'était face à Francis Ngannou. Cyril Gane n'a perdu que contre deux grosses têtes. Après ce combat face à Francis Ngannou, il est revenu face à Tai Tuivasa dans un combat où fallait aller la chercher la victoire après cette fait mettre knockdown. Après, il y a eu le fameux combat face à John Jones, donc l'humiliation entre guillemets, qui a vraiment confirmé un peu cette chute de la hype de Cyril Gane, parce que même quand Cyril Gane a affronté Sergey Spivak après ça, bah finalement tout le monde s'en fichait un peu. Franchement, on est dur avec lui pour ça, mais ouais, il l'a fini, mais c'était pas le finish qu'on attendait. On n'a même pas pu voir vraiment quelque chose en lutte. C'était ce qu'on nous vendait à l'approche du combat, que Sergey Spivak était un lutteur et il allait tester la lutte de Cyril Gane et Cyril Gane allait pouvoir montrer la différence entre la lutte qu'il a présentée face à Jones et là face à Spivak. Mais de un, bah non, Spivak c'est pas le même niveau de lutte que John Jones, évidemment. Et en plus de ça, bah, il a même pas eu à montrer quoi que ce soit vraiment en lutte. C'est même pas le même style de lutte. Donc c'était pas pertinent comme combat. Et c'était évidemment un lay-up pour Cyril Gane. Il a passé le test, mais c'était pas suffisant. Là, face à Alexander Volkov, il faut pas qu'on retombe dans la même chose. Il faut pas qu'on se dise que c'est de nouveau un lay-up pour Cyril Gane. Encore une fois, c'était pas un lay-up avant et c'est pas un combat facile aujourd'hui non plus. Limite, c'est un combat encore plus compliqué aujourd'hui, que ce soit dans sa position, que ce soit par rapport au niveau d'Alexander Volkov. Si Cyril Gane réussit à se débarrasser d'Alexander Volkov, ça voudra dire quelque chose. Et pour vous spoiler un peu mon pronostic, c'est ce que je pense qui va se passer. Mais ce sera vraiment plus, selon moi, difficile que lors du premier combat. Je vois encore une victoire à la décision de la part de Cyril Gane grâce à son striking. Alexander Volkov n'a pas les mêmes armes que Thomas Pinal, pas les mêmes armes que John Jones, où il peut vraiment être menaçant au niveau du sol et debout. Alexander Volkov, dans le combat qu'il nous a montré dernièrement avec Sergey Spivak, c'est vraiment ses habilités debout, c'est vraiment ses habilités en termes de striking qui lui permettent d'être au-dessus. Et malheureusement, c'est un combattant comme la majorité des heavyweights qui ont un bon striking, qui brille quand l'adversaire est un peu un bulldozer. C'est un striking propre face à des combattants qui comptent énormément sur leur puissance plus que sur leur technique. Évidemment, c'est des poids lourds. Mais là, du coup, on se retrouve avec deux poids lourds techniques, deux poids lourds qui comptent sur l'adversaire pour faire une erreur, entre guillemets. Sauf que entre Alexander Volkov et Cyril Gane, j'ai pas besoin de vous dire qui est le plus chirurgical, qui est le plus précis, qui est le plus technique dans sa boxe. Cyril Gane est tellement au-dessus. Pour moi, la chance d'Alexander Volkov dans ce combat, ce serait d'aller au sol.
C'est sa seule chance. À Alexander Volkov, il en est capable. Il a quand même prouvé, et dernièrement, notamment avec l'Ezekiel Choke qu'il a fait à Taito Ivasa, mais je le vois quand même pas faire ça à Cyril Gane. Surtout que Cyril Gane va revenir avec, comme il le dit lui très bien, un esprit revanchard, particulièrement avec la lutte. Je le vois vraiment être très réactif au niveau de la défense de lutte et de la défense en grappling en général. Ce serait trop une humiliation qu'il se fasse soumettre une nouvelle fois juste pour son orgueil. Je vois pas ce scénario possible. Donc ça va se passer debout, ça va se passer en striking. Et le meilleur striker ici, c'est Cyril Gane. Maintenant, Cyril Gane, il a fait une grosse erreur face à Taito Ivasa qui aurait pu lui coûter cher. C'est fou comment il a été sauvé ce jour-là parce que vraiment, il était à deux doigts de se faire mettre KO, hein. C'est plus une erreur de Taito Ivasa qui n'a pas su capitaliser que Cyril Gane qui s'en est sorti, entre guillemets. Mais il s'en est sorti, bravo à lui, mais il a pris le coup. Donc face à un combattant comme Alexander Volkov qui a prouvé être très dangereux debout face à Sergei Pavlovich, franchement, il y a quand même des inquiétudes à avoir là pour Cyril Gane, même en striking. Donc c'est un combat qui va être très intéressant à regarder. Il y a un autre élément qui me rassure un peu dans mon pari pour Cyril Gane aussi, c'est le fait qu'Alexander Volkov est peut-être encore blessé. Ce combat, il aurait dû avoir lieu en octobre, si je ne me trompe pas. C'était il y a quelques mois déjà qu'il aurait dû avoir lieu. Finalement, il a été reporté. La raison de son report, si ça se dit, c'est le fait qu'Alexander Volkov s'est blessé, si je ne me trompe pas, au genou. Donc voilà, après, Cyril Gane a déjà perdu face à un combattant qui était gravement blessé au genou. Donc il n'est pas impossible qu'il gâche encore cette opportunité-là. Maintenant, je ne crois pas. Je pense que Cyril Gane va réussir à l'emporter face à Alexander Volkov, blessure ou pas. Mais voilà, ça reste un élément en plus qui me rassure, entre guillemets, dans ce pari que je fais pour Cyril Gane. Maintenant, je ne vois pas de KO. Je vois une victoire à la décision. Cyril Gane, comment il a galéré à mettre KO Sergei Spivak. Et c'est même pas un KO. Sergei Spivak, il est tombé un peu d'épuisement, un peu comme Derrick Lewis quand il avait affronté Cyril Gane. C'est plus des victoires par TKO d'épuisement que des victoires par KO à cause de sa patate, de sa pêche. Je vois pas Cyril Gane mettre KO Alexander Volkov, surtout si Sergei Pavlovich n'a pas réussi à le faire. Maintenant, je vois Cyril Gane le surclasser encore une fois. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mon pronostic. N'hésitez pas à mettre le vôtre. Pensez à vous abonner à la chaîne Karate Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA et pour plus de vidéos comme celle-ci. Pensez à mettre un like aussi si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.